Bien bonjour sur la chaîne du Moniteur Automobile, je suis Frédéric et aujourd'hui je vais vous aider à choisir entre une voiture thermique et une voiture électrique si vous cherchez une familiale compacte. J'ai derrière moi deux modèles, tous les deux ont un 4 dans le nom, il y a la K4 et il y a le V4, ce sont deux Kia. Je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut savoir sur leur style, sur comment elles sont à l'intérieur, comment ça roule, les spécifications et les prix. Après le choix, ça reste pour vous. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner sur notre chaîne YouTube. Alors, au niveau du style, avant d'aller plus loin, parlons de deux choses. La première, les voitures ne sont pas propres, on est désolé, il ne fait pas beau, on est en Belgique, donc forcément on a roulé avec avant de les filmer. Il y a un peu de saleté dessus, mais au moins ça permet de voir comment la voiture elle vit. Deuxième chose, les dimensions, retenez 1, 5, 10. Pourquoi? Parce qu'en longueur, il y a 1 cm de différence entre les deux. 4,44 m, 4,43 m. En largeur, 1 cm encore, 1,85 m, 1,86 m. Par contre, pour la hauteur, on a déjà 5 cm de différence et forcément, il faut caser les batteries avec 1,485 m et 50 mm de moins pour celle-ci. Et enfin, 10, pourquoi? C'est la différence en centimètres de longueur d'empattement entre ces deux voitures-là. 10 cm au désavantage de la thermique. Donc forcément, quand on arrivera à l'intérieur, il devrait y avoir beaucoup plus de place dans celle-ci. Pour le reste, en termes de proportion, on est relativement proche. On a une voiture ici avec un capot un peu plus marqué, forcément, il y a un moteur à mettre en dessous. Là, il n'y a pas de frunk, mais il y a quand même de la mécanique, puisqu'on rappelle, c'est la plateforme IGMP ici, dans la version Kia EV3, c'est-à-dire traction et 400 volts qui est utilisée ici. Là, on a une plateforme classique qui est héritée du modèle vendu aux États-Unis. Mais surtout, au niveau du style, il y a des points communs, il y a des différences. D'abord, les points communs, on a le même type de signature lumineuse. Vous voyez, c'est ce type de ligne avec des épaisseurs un peu différentes. C'est ce qu'ils appellent le Star Map. Les cartes d'étoiles, vous voyez, un peu comme dans l'astrologie ou l'astronomie. Donc ça, c'est assez sympathique. On retrouve dans les deux cas le Tiger Nose. Ici, il est bien marqué. Et ici, dans le pli du bouclier, pour le rappeler un peu, hein, ça rappelle les narines, les naseaux d'un tigre. Et puis pour le reste, on a la même géométrie. Un élément noir principalement au centre, avec des volets actifs pour favoriser soit l'aérodynamique, soit le refroidissement ici. Un élément ici plein, comme là, ou là avec le radar et les capteurs pour les aides à la conduite. Seule différence ici, de fausses prises d'air, elles sont totalement fausses, c'est du fake à 100%, pour donner un look un peu plus sportif, sachant que dans les deux cas, on a affaire à une finition GT Line, la finition la plus haute. Alors clairement, les deux voitures émargent au nouveau style qu'il y a, le Opposite United, c'est vrai, mais avec des interprétations très différentes. Pourquoi? Parce que ici, commençons par le V4, l'électrique. On a bien entendu ces arêtes fines, un nez plus court, des surfaces assez lisses et malgré tout des hanches légèrement marquées, vous voyez ici. Donc ça c'est pas mal. Mais les points marquants du style ici sont ceux-ci. Il y a d'abord le montant de pare-brise qui est noir pour donner l'impression d'un pavillon flottant. Il y a cette surface vitrée un petit peu tronquée avec cet élément noir ici qui est purement design. Il n'a aucune fonctionnalité qui va aller par au-dessus du toit, etc. Ça, je veux dire, élève un peu la voiture, ça la verticalise un petit peu, ça permet de masquer l'empattement très long et le côté un petit peu ventripotent. Autre élément, le petit insert noir ici qui permet aussi de casser cette lourdeur, on va dire. Et enfin, toujours pour marquer la verticalité avec ce montant-ci, il y a la casquette qui, elle, est en couleur contrastée noire. Quand on va sur la K4, la version essence, là le parti pris est très différent. Ici on a essayé de jouer sur le côté élancé de la voiture, on a essayé de l'allonger. Alors déjà les 5 cm en moins en hauteur ça joue, mais il y a aussi ce pavillon flottant obtenu grâce à deux petites astuces. Un petit élément noir ici et le petit élément noir ici. Purement esthétique, mais qui donne l'impression de la voiture encore plus étirée. Pour le reste on retrouve la même chose, des surfaces assez lisses, même si elles sont plus sculptées ici. L'aérodynamique est moins primordiale sur une essence que sur une électrique. Et on retrouve surtout des hanches plus marquées et un porte-à-faux arrière plus long qui donne une meilleure assise à la voiture selon moi. Maintenant, à vous de voir un petit peu ce que vous préférez. Électrique, thermique, chacun son choix. Alors, avant de rentrer à l'intérieur, petit élément que j'adore sur les nouvelles Kia. Pas d'essuie-glace? Eh bien si, en fait, il est masqué ici. C'est comme ça sur pratiquement tous les nouveaux modèles chez eux. Moi, je trouve ça génial. Alors, première différence entre les deux, celle-ci, même si c'est une GT Line, pas de haillons motorisés, c'est le cas dans l'électrique. En termes de capacité de coffre, lorsqu'on est comme ça, sous la tablette, on a 438 litres ici, c'est 3 litres de plus que l'électrique.
Ça, c'est bien. Par contre, quand on rabat la banquette, l'électrique reprend l'avantage avec presque 200 litres en plus, puisqu'ici, on arrive à 1217 contre 1415 ou 1418 pour l'autre. Donc, ça fait une vraie différence si on doit vraiment charger, mais ce n'est pas la vocation première des voitures. Dans les deux cas, on a un double plancher. Ici, puisqu'on n'a pas de roue de secours, on a le petit compresseur, etc. Soit, c'est moins exploitable. De l'autre côté, on peut mettre ses câbles éventuellement parce qu'il n'y a pas de frunk sur cette version. Donc, au niveau coffre, c'est un peu kiff-kiff. Je veux dire, quand vous allez l'utiliser de façon familiale, c'est pas là que l'une ou l'autre fera la différence. À 3 litres près, franchement, ça change pas grand-chose. Juste un petit détail, celle-ci va avoir un petit peu plus de hauteur ici, un peu plus de largeur, mais moins de profondeur dans le coffre, comparé à l'électrique. Donc ça, c'est chipoté, mais bon, voilà. Alors, première différence pour accéder à l'arrière, ici, on a une poignée encastrable presque traditionnelle maintenant sur les électriques. Sur la thermique, c'est plutôt une poignée masquée. Bon, ça, c'est une petite différence. On a un bel angle d'ouverture. Et puis bon, à l'arrière, c'est peut-être bien là que la voiture, le V4, fait la grosse différence. Pourquoi? Avec 10 cm d'empattement en plus que la version thermique, on arrive à 2,82 m ici. On est vraiment très confortable. Et donc, vous voyez, là, le siège est réglé pour moi. Donc, 1,78 m. Et on peut constater qu'il y a quand même énormément de place. Seul petit bémol, pour la tête, quelqu'un qui fait 1m85, 1m90 sera peut-être un petit peu plus engoncé, un petit peu gêné au niveau du crâne. Mais bon, c'est pas dramatique. On n'a pas les genoux trop relevés, malgré le fait qu'on soit dans une électrique. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et je peux encore passer mes pieds un petit peu, le bout des pieds, en dessous du fauteuil. Donc ça, c'est un bon point pour l'électrique. Autre bon point pour l'électrique, les deux ont ça, hein, la forme du dossier ici qui permet de poser un vêtement, mais elle est mieux faite ici, avec des appuis-têtes qui sont très sympathiques, un peu ajourés, donc on peut voir à travers, c'est sympa. Mais par contre, un truc que je n'aime pas ici, c'est les poches aumônières. Il y en a, ça c'est bien, mais avec un élément en plastique. Donc c'est vraiment pas pratique quand vos enfants sont là avec toutes leurs petites affaires. C'est pas très agréable, ça abîme un petit peu. Cela dit, la thermique ne fait pas beaucoup mieux parce qu'elle a un filet. Donc là, quand vous avez des petits objets, tout ça, ça se prend dans les mailles, c'est une catastrophe. On a très peu de différence pour le reste. La qualité des matériaux, etc. est identique dans les deux, donc ça, c'est bien. Par contre, un petit détail encore que je trouve mieux pensé dans l'électrique, c'est les ports USB pour les passages arrière qui, ici, sont intégrés dans les dossiers des sièges avant, tandis que de l'autre côté, ils sont mis ici. Donc, c'est pas mal mis, ils sont pas tout en dessous, mais bon, voilà. Ça permet de libérer de l'espace ici avec les éléments de ventilation, un petit bac qui est quand même confortable également. Mais donc voilà, à l'arrière, on est très bien assis dans cette V4. On l'est déjà très bien aussi dans la K4, mais ici, on a encore plus de place. Alors, à l'avant, c'est très facile. Il y a une classique, il y a une un peu futuriste. La futuriste, vous l'aurez compris, c'est l'électrique, le V4. La classique, c'est celle-ci, c'est la K4. Maintenant, attention, c'est juste une question de style, c'est-à-dire d'agencement du mobilier, etc. Parce que la hiérarchisation de l'ergonomie avec les commandes, etc. reste quasi identique dans l'une comme dans l'autre. Avec des commandes raccourcis physiques analogiques pour la climatisation, etc., les raccourcis vers les menus. Alors ici, c'est vraiment des boutons. De l'autre côté, c'est intégré au bandeau. On a les commandes de vitres, de rétroviseurs, etc., sécurité enfant qui sont repris ici. Les commandes de siège chauffant, ventilé, etc., qui sont repris là auprès de la poignée. Ça reste identique dans les deux. C'est juste le style qui change en tant que tel. Par contre, là où ça change fondamentalement, forcément de l'une à l'autre, c'est au niveau de la console centrale. Puisque dans l'électrique, on a une console flottante avec un beau bac de rangement en dessous. Il n'y a pas de boîte de vitesse, donc forcément pas de levier. Ici, il y en a encore un vrai. Vous voyez, hop, le bouton Start and Stop pour démarrer la voiture. Et hop, on a donc une commande de vitesse classique. Donc ça, c'est pas mal. Et on peut constater que pour le reste, la forme du volant, le côté bicolore, c'est dans l'un comme dans l'autre. Pourquoi? Parce que finition GT Line, même chose pour les fauteuils et ainsi de suite. C'est spécifique à cette finition haute. Tout comme l'installation Harman Kardon, par exemple, pour l'audio. Mais donc, on a un volant qui est très similaire, avec les commandes qui sont similaires, multimédia à droite, assistance de conduite à gauche et affichage sur l'écran, le tableau de bord réglable via un bouton ici. On a des palettes sur les deux. D'un côté, c'est pour la régénération. Ici, c'est plutôt pour pouvoir changer de vitesse manuellement si on le décide. Maintenant, bon, ça s'y prête pas vraiment parce que la voiture n'est pas une sportive dans l'âme. Donc voilà, mais pour le reste, on est dans quelque chose, dans un univers très similaire avec de nouveau cette architecture d'écran à 3 écrans, un tableau de bord, un écran d'infodivertissement de même taille et au milieu,
totalement invisible toujours la même erreur chez les nouvelles Kia, le module pour la climatisation, mais de nouveau, ce n'est qu'une demi-tare, sachant qu'on a ici les commandes manuelles. Le problème, c'est que pour voir un petit peu quand on règle la température ici, quelle température on a réglée, c'est un peu problématique, vous me direz, parce qu'on ne le voit pas là. Heureusement, il y a un petit rappel ici. Donc voilà un petit peu, au niveau de l'intérieur, les différences entre l'une et l'autre. Pour le reste, on a les ports USB-C qui se trouvent ici, un élément de recharge par induction ici, donc ça c'est pas mal. Et l'agencement qui est un petit peu différent ici, toujours avec ces petites astuces de pouvoir reclipser les portes-gobelets, hop, pour gagner de la place si on veut, et hop, on les fait ressortir si on en a envie. Donc ça c'est plutôt pas mal foutu. Un petit espace de rangement ici, il y en a un de l'autre côté. Donc en termes d'ergonomie et de convivialité, les deux voitures se valent, c'est juste le style qui va faire la différence entre l'une et l'autre, un peu comme pour l'extérieur. Alors le bilan au niveau dynamique pour cette Kia K4, il est assez simple, c'est une Kia moderne, donc l'objectif c'est d'avoir une voiture vraiment confortable en toutes circonstances, ce qui est le cas ici. Quand on roule de manière cool, l'ensemble moteur-boîte fonctionne parfaitement bien, c'est très fluide, c'est très confortable et ça a suffisamment de réactivité. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Je rappelle, on a un 4 cylindres 1,6 T TGDI ici essence qui développe 150 chevaux pour 258 Nm, disponible de 1500 à 4500 tours. Donc c'est une plage assez large qui permet de rouler de façon assez confortable. Et pour le reste, tout est à l'avenant, c'est-à-dire les suspensions sont confortables, les mouvements de caisse ne sont pas trop marqués et bien maîtrisés. On a une voiture qui a un empattement plutôt long, on rappelle, 2,72 m, donc ça permet d'avoir une certaine stabilité également. Et un bon confort, on est ici sur des routes un peu en clinkers, en pavé de béton, et ça ne se sent pas dans la voiture, ça peut s'entendre un petit peu. Mais même sur ce plan-là, la voiture est plutôt bien insonorisée, le moteur n'est pas trop présent, sauf quand on tire dedans, bien entendu. Mais voilà, de manière générale, on a une voiture qui est très orientée confort, qui l'assume parfaitement, mais qui n'est pas bateau non plus. Donc ça, c'est un point important. On a une voiture bien maîtrisée, une bonne motricité et une ergonomie qui est habituelle chez Kia. C'est-à-dire que presque tout est parfait. On a des boutons pour les raccourcis aux différents éléments de menu, pour la climatisation, etc. Des vrais boutons physiques sur le volant. Seul défaut qui est commun à toutes les nouvelles Kia, c'est cette série de 3 écrans avec le petit écran central qui concerne la climatisation et qui là est totalement inutilisable quand vous roulez parce que sinon vous devez vous mettre comme ça pour voir ce qui se passe. Parce que tout est masqué soit par le volant, soit par votre main. Ça reste une faute. On ne comprend pas trop comment les ingénieurs qui ont conçu l'habitacle et cette partie écran ont pu passer à côté de ça. Mais bon, soit. Il y a les raccourcis physiques, donc c'est pas dramatique. Dernier élément, on a une voiture qui offre des sièges très confortables, fait vraiment pour rouler sur la durée, et un équipement ici, dans le cas présent, qui est plutôt flatteur, avec pas mal les sièges électriques ventilés, etc. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Les aides à la conduite, très bien intégrées, franchement, qui a bien progressé sur le point. On a entendu la petite alerte de vitesse, on enfonce la petite roulette du volume ici quelques secondes et hop, on peut désactiver ou activer l'alerte de survitesse. Donc ça, c'est toujours aussi simple, c'est très pratique. Et pour les aides à la conduite, le système de maintien dans la voie de circulation est très efficace. Le système pour le changement de voie fonctionne bien également. Donc là, il n'y a rien à redire, c'est vraiment bien fait. Un bilan plutôt positif donc, et avec une consommation qui ici, on précise, on est à environ 7,7 litres au 100 mais en conduite mixte. Mais il y a un détail important, la voiture a concrètement 352 km au compteur, elle n'est pas encore rodée, donc c'est une valeur qui va descendre bien entendu et qui arrivera facilement sous les 7 litres au 100 pour une conduite mixte avec de l'autoroute dedans. Voilà un petit peu le bilan dynamique de cette Kia K4. Voyons voir ce que ça donne dans le V4. Voilà, alors maintenant, autour de l'EV4, qui concrètement correspond à la K4, mais en électrique. Et le bilan, il va être très simple. Toujours le même truc, hein. Hop, on appuie ici, on désactive l'alerte de survitesse et on est très bien. Concrètement, le bilan de l'EV4, c'est une K4 en mieux. Pourquoi? Empattement encore 10 cm plus long, donc encore plus de stabilité, plus de confort aussi. Elle est plus silencieuse et elle a une dynamique qui est plus efficace puisque c'est la magie des moteurs électriques.
forcément la réponse est plus immédiate, sans à-coup, donc on n'a pas de problème de gestion de boîte. Et franchement, c'est très très agréable. Seul petit bémol, bien entendu, c'est que plus encore que la K4, elle n'est vraiment pas faite pour rouler vite. C'est moins une voiture esprit grand tourisme, voyage au long cours, le confort avant tout. Donc il faut le savoir quand on l'achète, même en GT Line, c'est pas une voiture avec laquelle on va se faire plaisir sur les petites routes sinueuses. Elle n'est pas faite pour ça. Au niveau consommation, concrètement ici, ça nous indique 17,1 kWh au 100, mais bon, on est dans les conditions d'un essai. Vidéo, etc. On fait beaucoup d'allers-retours, ce genre de choses-là. Kia annonce jusqu'à 595 km d'autonomie WLTP. Nous, on est plutôt aux alentours des 475 dans la réalité, ce qui est déjà tout à fait convenable, il faut bien le reconnaître. Donc, on est dans une voiture qui a quand même une efficience plus que convenable, une capacité de charge qui n'est pas exceptionnelle, hein, 150 kW en charge rapide, c'est pas extraordinaire, mais elle tient une bonne moyenne dessus, supérieure aux 100 kW, ce qui reste le plus important, puisque ça veut dire qu'on est aux alentours d'une demi-heure pour passer de 10 à 80%. Là non plus, ça n'a rien d'exceptionnel, surtout quand on sait que chez Kia, sur la même plateforme IGMP, il y a une architecture 800 volts qui, elle, permet de recharger à presque 300 kW. Donc forcément, là, il y a une vraie différence. Mais ici, concrètement, on est dans la bonne moyenne et on a une bonne autonomie, une bonne efficience. Donc c'est une voiture qui rendra de fiers services à ceux qui l'achèteront. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et on ne peut pas parler de défaut notoire non plus. Donc voilà un petit peu pour le bilan de cette Kia EV4. Pas grand-chose à dire. Ça veut dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire au volant de cette voiture, mais il n'y a pas non plus de défauts majeurs, même de vrais défauts à la conduite de tous les jours. C'est une voiture qui est très agréable à utiliser, aussi bien seule qu'accompagnée dans la voiture, parce qu'elle gère très bien aussi le fait qu'il y ait du poids en plus. Il n'y a aucun problème. Dernier aspect, spécificité sur cette EV4 qu'il n'y a pas dans la K4, c'est la gestion du freinage régénératif. Ici aussi, on a la dernière génération du système iPedal de Kia. Donc, il permet de choisir entre 4 niveaux de régénération, donc 3 niveaux de régénération ou pas de régénération du tout. Et sur les 3 niveaux de régénération, on peut également activer le système iPedal qui, lui, va gérer intelligemment en fonction des réalités du trafic et qui fonctionne très très bien jusqu'à l'arrêt complet, quoi qu'il arrive. Donc franchement, là-dessus, Kia reste une des références dans le domaine et ça se confirme avec cette EV4. Pour le reste, ben voilà. Moi, je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter sur cette voiture. Qui est très agréable à utiliser, très agile également malgré le grand empattement et avec une bonne visibilité, ce qui est important aussi si vous utilisez souvent votre voiture en ville par exemple. Alors vous l'aurez compris, en termes de prestations à proprement parler, c'est un peu kiff kiff bourrico, l'une comme l'autre se valent en utilisation au quotidien. Donc ce qui pourrait faire la différence, c'est combien ça coûte. Alors combien ça coûte en termes d'utilisation, forcément, c'est difficile à déterminer pour l'électrique. Tout dépend de comment est-ce que vous rechargez votre voiture. Est-ce que c'est sur les superchargeurs tout le temps, recharge publique? Est-ce que c'est à la maison avec des panneaux ou sans? Donc là, c'est un peu délicat, mais dans les deux cas, ce sont des voitures qui sont dans la bonne moyenne économique de leur segment. En termes de prix d'achat, par contre, évidemment, il y a une différence qui est à l'avantage de la thermique, la Kia K4. Maintenant, pour voir un petit peu ce que ça représente, on va en parler. Donc, commençons par la K4, commençons par ce qui est moins cher. Concrètement, pour le moment, quand on tourne la vidéo, on n'a pas encore la spécification des différentes finitions qui seront disponibles. Mais il y a de fortes chances que ce soit du Business, Business Plus et GT Line, mais il n'y a encore aucune confirmation. Ce qu'on sait par contre, c'est que 3 motorisations seront proposées dès le départ. Une 1 litre TGDI, dont le prix de départ sera fixé à 27 590 €. Finition de base, a priori, il n'y aura pas d'autre choix. Il y aura la 1,6 litre TGDI 150 chevaux, comme celle que nous avons essayée ici. Le prix de départ, 35 590 € dans le cas présent. Et la version 1,6 litre TGDI 180 chevaux, qui elle est à 38 490 €. Sachant que la version essayée ici, ça on sait juste une chose, c'est que c'est une GT Line parce que c'est écrit dessus, concrètement, et qu'il y a l'intérieur bicolore. Et elle s'affiche telle que testée ici à 41 990 €. Voilà pour la version thermique. Alors pour l'électrique, forcément, c'est plus cher, mais à quel point? Je vais vous le dire, soyez un peu patient. Donc rappelons, il y a 2 choix. En termes de batterie, il y a la petite batterie 58 kWh et la grande batterie 81 kWh, c'est celle que nous avons ici. Et à ce niveau-là, la petite batterie démarre à 38 990 €. La grande batterie démarre à 43 990 €. Maintenant, la version telle que nous l'avons ici, c'est-à-dire la grande batterie avec la finition GT Line,
full équipée. Là, on est plutôt à un prix de 52 190 €. Donc, on est dans un rapport de presque 10 000 € de différence entre les deux modèles. Ça commence à compter. Reste à voir de nouveau, comme je l'ai dit, comment vous la rechargez, comment vous l'utilisez pour voir si vous pouvez le compenser sur la durée de vie de la voiture, en tout cas dans votre foyer. Pour le reste, moi je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ça n'est pas encore fait et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos.